de la saison régulière. Ne soyez pas trop triste quand même. On va revenir pendant 7 semaines encore avec des reprises. Et en septembre, on revient pour une 7e saison. Yeah! Mais entre-temps, il y a les vacances, les voyages et pour les animaux, il y a les migrations. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une émission placée sous le signe du voyage et des déplacements. Et c'est pour ça qu'on commence l'émission avec un oiseau. Oui, entre autres, les oiseaux sont effectivement considérés comme des grands voyageurs, surtout les oiseaux migrateurs. Avec nous, on a une cresserelle d'Amérique. C'est un oiseau de proie et de la famille des faucons. Est-ce que c'est un oiseau migrateur, lui? Ben oui et non. Vois-tu, des cresserelles d'Amérique, il y en a vraiment dans toutes les Amériques. La distribution, ça va de l'Alaska jusqu'au bout de l'Amérique du Sud, jusqu'à la Terre de Feu. Alors, les oiseaux qui vivent le plus au nord, ceux qui vivent en Alaska ou au Canada, vont aller passer l'hiver dans le sud. Mais les oiseaux qui vivent dans la partie sud, eux, ne migreront pas. Ils vont rester toujours à la même place. Puis à cette grosseur-là, qu'est-ce que ça attrape? Ben, ça va manger tout ce qui est de la viande, à peu près. Ça va manger des insectes. Ils vont attraper des oiseaux aussi en vol. Et la cresserelle est même capable, on a déjà calculé qu'elle pouvait capturer jusqu'à 300 mulots par année. Ça, c'est environ 1 mulot par jour. Oui. Ça bouffe une cresserelle. Oui, c'est petit, mais c'est très, très actif. Alors, ça a besoin de beaucoup d'énergie. Une chance, au moins, la cresserelle chasse très bien. Elle va attraper sa proie à peu près 7 fois sur 10. Et elle peut même se faire des réserves. On a déjà vu des cresserelles aller déposer un mulot dans un tronc d'arbre creux et le laisser là pendant une semaine. Et après ça, aller le chercher. Et les cresserelles retrouvent toujours leur cachette. Je comprends. Un mulot qui pourrit dans un arbre pendant une semaine, ça doit pas être dur à retrouver. Ça doit puer. Probablement, oui, que l'odorat joue un rôle quand la cresserelle retrouve ses réserves. Mais pour chasser, le sens que l'oiseau utilise le plus, c'est vraiment la vision. Comme tous les oiseaux de proie diurnes, c'est-à-dire comme les aigles, les buses et les faucons, les cresserelles ont une excellente vision et elles voient beaucoup, beaucoup mieux que nous. Un aigle, par exemple, est capable de repérer un lapin ou un lièvre à 1,5 km. Ça, c'est 3 fois plus loin que ce qu'un humain pourrait faire. Un humain ne pourrait pas voir un lièvre à cette distance-là. Et même si loin que ça, l'aigle le voit déjà beaucoup plus clairement que nous, on le verrait de plus près. C'est un oiseau qui a de l'air... Oups, qui a l'air à l'aise avec l'humain, hein? Ben oui, mais celui-là, c'est un oiseau qui est très habitué. On appelle ça il est très imprégné à l'humain. Il nous a été prêté par l'UCROP, qui est l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, dont le but, entre autres, est de réhabiliter et de relâcher des oiseaux. Celle-ci, ben, comme elle était justement trop imprégnée, ben, ça sert à faire de l'éducation et on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors peut-être voudriez-vous même l'avoir de plus près? Je m'avance un peu. Oh, just one.
en aller en vacances au bord de la mer, comme Mr. Bean, une espèce de chanceux. Et là, vous avez décidé d'amener avec vous votre chat ou votre chien. C'est une bonne idée, mais il y a quand même certains préparatifs à faire pour que tout le monde fasse un beau voyage. Ouais, si votre bord de mer est aux États-Unis, c'est important de faire vacciner votre animal domestique contre la rage et il faut que ça fasse plus d'1 mois et moins d'1 an qu'il soit vacciné. C'est important aussi d'apporter votre certificat de vaccination parce que seulement avec la médaille, c'est pas suffisant. Si, encore plus exotique, votre bord de mer est en Europe, eh bien là, c'est un petit peu plus compliqué. En plus du certificat de vaccination, il faut aussi un certificat de bonne santé. Il faut que l'examen vétérinaire soit très récent, à peu près 5 jours avant votre date de départ. Chaque pays, finalement, a ses règlements avant d'accepter un animal domestique sur son territoire. Ça serait important, par exemple, si vous partez en voyage, de vérifier auprès du consulat ou de l'ambassade, justement, pour voir quels sont ces règlements. Pour vous donner un exemple, en Angleterre, ils exigent une quarantaine de 6 mois avant d'accepter un animal domestique sur leur territoire. Alors, si vous pensez aller en Angleterre, bien, ce serait peut-être mieux de trouver une pension pour votre animal quelque part. Si vous prenez l'avion pour votre voyage, c'est important, la cage. Et encore là, chaque compagnie d'aviation a ses règlements en ce qui concerne la cage, alors il faut vous renseigner avant de l'acheter. Oui, pour les cages, pour les autos, par exemple, il y en a quand même des bonnes qui se vendent sur le marché, comme celles en plastique, par exemple, ou encore celles en métal. Ça, c'est des cages qui sont solides, résistantes, elles se nettoient bien et l'animal se sent en sécurité à l'intérieur de ces cages-là. Oui, c'est important, ça. Quand vous partez en voyage, il faut que tout le monde soit bien, que l'animal soit confortable, mais que vous aussi, vous soyez en sécurité. Dans l'auto, par exemple, c'est pas une bonne idée si vous n'avez pas de cage et que l'animal se retrouve sous la pédale de frein quand vous avez besoin d'arrêter. Ça peut créer des problèmes. Oui, puis c'est important aussi de toujours laisser une ouverture pour faire pénétrer de l'air frais. C'est important aussi de faire des arrêts pipi le plus fréquemment possible pour le chien. C'est important aussi d'apporter de l'eau fraîche, de la nourriture spéciale si c'est nécessaire. Et le frisbee, pourquoi pas, pour jouer sur la plage. Et pour vous, c'est très important d'avoir un passeport avec une belle photo, si vous pouvez, si vous voulez, accompagner votre animal. Oui, sinon, il y a juste lui qui va aller en vacances. Oui. Et toi, Sylvie, t'irais où, là, à la plage? Je sais pas, des bords de mer, il y en a beaucoup, là. Ah, laquelle? Choisis-en une. J'irai à Tahiti ou à Bora Bora. Puis toi? Oh, moi, la plage, ça me tente pas vraiment. Non, moi, je préférais, là... Ce que j'aime, c'est le dépaysement, là. Fait que, je sais pas, j'aime ça me plonger dans une autre culture. J'aimerais ça aller à Sumatra ou à Bornéo, là, pour voir des orang-outans. Il va en voir des orang-outans? Ben, il va en voir! Mais pas à Bornéo, par exemple, non! À Toronto! Oh, que je suis méchante! Parmi les grands singes, les singes sans queue, comme le gorille, le chimpanzé, par exemple, ceux qui ressemblent le plus à l'humain, ce sont les orang-outans. Il y a d'ailleurs même certains humains qui poussent la ressemblance jusqu'à avoir la même couleur de cheveux que le poil des orang-outans. Moi, je trouve pas si ressemblant que ça. C'est drôle, hein? Ben non. Non. Ben pourtant, ils doivent ressembler certains parce que orang-outan, c'est un mot malais qui signifie homme des bois. Bon, ben, moi, je suis une femme. Ça marche pas. Les orang-outans sont des primates absolument fascinants. Malgré leur allure nonchalante et légèrement paresseuse, ils aiment énormément jouer, surtout les jeunes, bien sûr. Ce sont des animaux diurnes et arboricoles. Dans la nature, ils descendent rarement au sol.
Il y a une seule espèce d'orang-outan, mais elle est divisée en 2 sous-espèces. Il y en a une qui vit sur l'île de Sumatra et l'autre sur l'île de Bornéo. Ce sont 2 îles de la Malaisie. En captivité, l'orang-outan se déplace plus souvent au sol. Même s'il le peut, il marche rarement debout, préférant utiliser ses 4 membres pour se rendre d'un endroit à l'autre. Ses bras sont extrêmement longs. Ils atteignent facilement les chevilles lorsqu'il est en position debout et d'un bout à l'autre, ils font plus de 2,20 m de longueur. Des bras aussi longs associés à des mains et à des pieds aux doigts et aux orteils puissants lui permettent de se déplacer facilement dans les arbres et aussi de saisir sa nourriture. Dans la nature, les orang-outans sont habituellement des animaux solitaires. En captivité, les groupes familiaux sont plus solides et les liens entre individus durent plus longtemps. Aujourd'hui, puisqu'on a une émission axée sur les déplacements, sur les voyages, on reçoit l'animal qui a inspiré l'inventeur de la maison mobile. Et oui, la tortue. La tortue est toujours à l'abri, bien confortable grâce à sa carapace. Je comprends qu'elle soit à l'abri. Avez-vous vu la bête? Un vrai monstre? Elle est assez impressionnante, effectivement. C'est une tortue d'Aldabra. La tortue d'Aldabra, c'est la plus grosse tortue terrestre au monde. Et celle-là fait environ 124 kilos. C'est un mâle, mais la tortue d'Aldabra peut atteindre 200 kilos. On reçoit toujours beaucoup de questions sur les tortues. Ça vous intéresse énormément, surtout leur longévité. Il y a entre autres François Thibault qui veut savoir s'il y a un animal qui peut vivre plus longtemps que la tortue terrestre. Mais à ce que je sache, la tortue est vraiment l'animal qui vit le plus vieux. C'est pas rare qu'une tortue d'Aldabra atteigne 100 ans, parfois même 150 ou 170 ans. Mais comment se fait que la tortue peut vivre plus longtemps que les autres animaux en particulier? Bien, c'est que, premièrement, ces tortues-là sont végétariennes et comme elles vivent dans des endroits tropicaux, il y a beaucoup de végétation, elles n'ont pas besoin de s'énerver pour trouver leur nourriture, elles vivent dedans. Et elles sont toujours extrêmement bien protégées des ennemis grâce à leur carapace. Donc, pas de stress. C'est bizarre, une carapace, c'est fait en quoi? Une carapace, c'est faite en os. C'est un peu comme si nos côtes, par exemple, étaient très larges et toutes soudées ensemble. On aurait comme une carapace autour des poumons et du cœur. Mais la tortue, c'est un peu pareil. Sylvie en a justement une carapace. Dans le fond, vous voyez la colonne vertébrale et il y a des plaques osseuses qui partent des vertèbres. Donc, à partir de ça, la carapace est faite en os. Par-dessus, il y a une couche de peau. Et par-dessus la couche de peau, il y a les écailles. C'est un peu comme notre doigt, si tu veux. Il y a l'os au centre, la peau autour, et ensuite la kératine qui est longue, c'est comme l'écaille. Mais la tortue est complètement protégée par sa carapace. Oui, en fait, toutes les parties fragiles de l'animal sont à l'intérieur, même l'articulation des hanches et l'articulation de l'épaule. Tout ce qui sort, ce sont les pattes, la tête et la queue, et même ça, en cas de danger, ça peut entrer à l'intérieur de la carapace. À quelle vitesse ça va, ça? Bien, les tortues d'Aldabra, c'est pas très rapide. Hein? Ça va aller à peu près à 300 mètres à l'heure. Ça veut dire que ça prendrait à peu près 3h30 à une tortue comme celle-là pour faire 1 kilomètre. On a une chance qu'elles sont herbivores. Parce que... Elle mange juste des plantes? Oui, pratiquement. Elle va manger surtout des plantes grasses. Elle va manger aussi des fleurs, des feuilles. Si par hasard, il y a une limace ou un ver de terre qui passe pas loin, elle va le manger aussi. Mais ça prend vraiment des animaux qui vont pas trop vite et qui vont presque tomber par exprès dans la bouche. Mais je pense que ça n'a pas de dents, hein, une tortue? Non. Non, mais ça a un bec corné très dur. Puis je pense que je mettrais pas mes doigts là, même si ça n'a pas de dents, parce que... C'est effectivement pas une très bonne idée de se mettre le doigt, parce que probablement tu n'aurais plus de doigts. Mais même si c'est pas méchant, c'est très fort. Il faut vraiment y faire attention. Je commence. C'est le Bête Express et j'y vais tout de suite avec la question de Mélanie Bérubé qui veut savoir est-ce que c'est vrai que le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide et qu'il peut atteindre 324 km à l'heure? Oui, c'est vrai. Il va atteindre cette vitesse-là en plongée, c'est-à-dire en fonçant sur une proie. Il peut facilement atteindre 320 km à l'heure. Julie Lecomte, elle veut savoir ce que mange une tortue peinte. Bien, les tortues peintes sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles mangent de tout. Elles mangent des plantes et des animaux à peu près en proportion de moitié-moitié. Dans la nature, elles se débrouillent très bien. En captivité, c'est très difficile de recréer l'équilibre de leur diète, alors elles sont un peu difficiles à garder. Simon Dano veut savoir, est-ce que les papillons ont des os? Eh bien, non, les papillons n'ont pas d'os, ils n'ont pas de vertèbres, ils n'ont pas de squelette interne, mais par contre, ils ont un squelette externe qu'on appelle un exosquelette. Et c'est d'ailleurs, ce squelette-là, c'est comme une cuirasse, une carapace, et c'est ce qui va protéger les parties molles de l'insecte, et c'est ce qui fait quand on en écrase un.
J'aime toujours tes effets spéciaux. Ouais. Naïeva Pajot-Gendron veut savoir si le guépard est le mammifère le plus rapide. Eh bien oui, un guépard peut facilement atteindre le mammifère terrestre le plus rapide, il faut s'entendre. Il peut facilement atteindre 100 km/h et parfois même près de 115. Par contre, il ne peut pas garder cette vitesse-là très longtemps. Il s'essouffle rapidement. Alors, si vous avez des questions, ben attention, préparez-vous, je vous donne l'adresse. Bête, pas bête plus, Société Radio-Canada, case postale 9050, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Et le code, c'est le H3C4P7. Et il y a toujours la page Bête pas bête plus à toutes les semaines dans le lundi. C'est la dernière semaine, alors profitez-en pour la lire et après ça, vous pourrez découper nos photos et coller dans votre miroir. Pas vous ennuyer de nous jusqu'à l'automne prochain. Vous pouvez couper Sylvie, par exemple, puis juste moi. Bon! Ma voisine d'en bas qui a encore attendu son linge sur la coupe. Trop gratteuse, s'acheter une chercheuse. Ou ben veut faire sa fraîche. Montrer à tout le monde qu'elle a du beau linge. Oh, c'est propre, par exemple. Pas une tache là-dessus. Ouais. Puis vraiment, un pigeon ben une mouette quand il n'aurait besoin. C'est-tu de valeur? S'il fallait que quelque chose tombe sur sa belle nappe à dentelle. Oups-là! La petite faiblesse du poignet. Ben non, j'ai fait exprès. Oh, mais je suis donc bien méchante. Oh ben, la Desjardins qui s'est acheté un petit chien. Et elle a l'herge d'en face, c'est écœurant. Lèche-la pas de même, petit chien, tu veux être malade. Oh, petite bête. Oh, beau petit chien, par exemple, c'était un Pékinois, ça. Ça coûte cher, ces petits chiens-là. Moi, je peux pas en avoir un petit chien de même. Mon propriétaire, le bonhomme Laferrière, il veut rien savoir de ça. Il sera ben trop content de me mettre dehors s'il fallait que je n'achète un. Mais Laferrière, c'est pas lui qui est propriétaire du bloc en face aussi. S'il fallait qu'il s'achoute la Desjardins un petit chien, pour moi, elle perdrait son logement. Monsieur Laferrière? Je suis donc bien méchante. Ouais, c'est parce que la Desjardins en face, là, elle a un petit chien. Je vous gage que c'est des Pékinois. Oh, Et wow. puis qui viennent de Pékin. Et que t'es brillant, oui. Quel génie. Effectivement, un vrai génie, hein, tiens. Merci pour... Pique-moi un Pékinois. Pékin, OK. Oui, les Pékinois viennent de Pékin, effectivement. C'était les chiens des empereurs de Chine. Et comme les empereurs vivaient à Pékin, ce sont donc des Pékinois. Il y avait juste les empereurs qui pouvaient en avoir? Bien, effectivement, pendant très longtemps, il y avait uniquement les membres de la cour impériale chinoise qui pouvaient avoir des Pékinois. C'est une race qui est quand même très vieille. On a trouvé des peintures avec des dessins de chiens qui ressemblaient beaucoup à des Pékinois. Et ces peintures-là dataient de 1000 ans. Comment ils sont arrivés ici? Mais ça aussi, c'est une très longue histoire, un peu triste, alors sortez vos mouchoirs. La Chine a été conquise par les Européens en 1860. Et là, ils ont conquis tout le pays, ils sont arrivés dans le palais impérial à Pékin. Et là, tous les Pékinois du palais avaient été sacrifiés pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. Les seuls qui restaient, il en restait à peine 5. Et ces 5-là, c'est encore plus triste, étaient en train de monter la garde autour du corps de la princesse impériale qui s'était elle aussi suicidée pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Alors, vous voyez, c'est des petits chiens braves, ils protégeaient leur maîtresse. Ils ont quand même été capturés, si vous voulez, et donnés en cadeau à la reine Victoria et au duc de Richmond en Angleterre. Et c'est là que l'élevage a commencé. Ils sont rapidement devenus très, très populaires. Puis en Chine, il en restait plus? Il en restait effectivement pas beaucoup, mais c'est grâce aux Français, aux Anglais et ensuite aux Américains que la race est devenue plus populaire. Et c'est même les Américains qui ont vraiment bien établi les standards de la race. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait le nez écrasé comme ça? Oui, effectivement, ils ont toujours le museau large, le nez écrasé avec des plis. Le poil aussi est important. Le poil est long, il est rude.
Il y a des franges aux oreilles, il y a des franges aux pattes, et puis il y a aussi des franges à la queue. Vas-y, il y a le temps de bout de la queue. Oui. Il me semble que ça doit être fragile, un petit pitou comme ça. Pas du tout. Tu serais surprise. Ce sont des petits chiens qui sont très, très robustes malgré leur petite taille. Ils sont résistants, ils sont bâtis solides. Et en plus, ils sont pas peureux. Ils ont pas peur de s'attaquer à plus gros qu'eux. Ils font même de bons chiens de garde. Ils vont japper, ils vont avertir leur maître en cas de danger. Est-ce qu'ils sont agressifs? Non, pas vraiment agressifs, mais disons qu'ils ont un bon caractère. Alors, ça prend un maître qui a la main ferme pour bien les dresser. Et les Pékinois aussi ont tendance à être méfiants avec les étrangers. Puis avec les enfants, est-ce qu'ils sont généralement patients? Bien, ils sont pas reconnus pour être des chiens familiaux par excellence, si vous voulez, mais vous voyez, ceux-là sont très gentils. Si ce sont des chiots et qu'ils arrivent dans une famille où il y a déjà des enfants, ils vont très, très bien s'habituer. Je vous présente les magnifiques Pékinois qu'on a avec nous. Patrick, toi, je me souviens plus de son nom. Emma. Emma, merci. Alors, Emma, qui est la mère des deux autres et qui a 1 an. Et ensuite, les deux petits bébés, là, il y a Molly Q, qui est avec Karine, et Pierre, le plus calme, Elton John. Il est très calme pour son nom, par exemple. Ce sont des chiots qui ont 4 mois. Et chez les Pékinois, ils peuvent être à peu près de toutes les couleurs. Ils peuvent être beige comme ceux-là, ou noirs, ou plus roux. Toutes les couleurs sont acceptées. Et ce sont des chiens qui voyagent très, très bien. Le pigargue de Stellaire, que l'on appelle aussi le pigargue empereur, est le plus grand rapace prédateur au monde. Il vit dans les zones humides et les côtes de la mer d'Okhotsk, en Extrême-Orient. C'est une espèce rare. Il en reste très peu et dans des endroits très restreints. La pollution, la chasse et la perte de son habitat sont responsables de sa rareté. Ah, Sylvie, nomme-moi un animal migrateur, s'il vous plaît. La sterne arctique. Non. Mais pourquoi non? La sterne arctique, c'est l'animal qui fait les plus longues migrations, 24 000 km en 1 an. Oui, je sais que c'est un animal migrateur, mais je veux pas un oiseau, un autre. Le saumon? Non, un autre animal migrateur. Je sais pas, la baleine grise. Non. Mais oui, mais dis-le ce que tu veux. Je sais pas, moi, il y en a des centaines d'animaux qui migrent. Ce que je cherche à te démontrer, Sylvie, c'est que quand on pense à des animaux migrateurs, on pense jamais aux insectes. Et pourtant, il y en a qui font des migrations. Ben oui, je sais. Il y a les papillons monarques, par exemple. Exactement. Vois-tu, je le savais que tu le savais, hein? Mais c'est parce que tu n'y as pas pensé. Et pourtant, les papillons monarques font de très grandes migrations. Ils peuvent faire jusqu'à 4500 km en 1 mois. Oui, ils partent du Canada et là, ils s'en vont au Honduras, au Guatemala, en Colombie ou au Venezuela. Ils voyagent en groupe immense 2 jours seulement. La nuit, ils s'accrochent aux arbres ou sur les branches pour se reposer. Oui, et parfois, il y a tellement de papillons sur les branches qu'elles vont plier sous le poids des papillons. Vous croyez pas ce que je dis? Mais regardez bien ce qui suit. Drôle d'avion-là. On dirait que c'est la Mélanie de Bête pas Bête Plus qui conduit. Ben oui, c'est elle. Tu me dis ce qu'elle fait là? Bonjour, ici Mélanie Muniz du haut des airs. Nous, les humains, c'est fou ce qu'on pense qu'on a tout inventé. Bon, c'est vrai qu'on a souvent été ingénieux. Prenez l'avion, par exemple, c'est capotant. Mais la plupart de nos inventions sont des copies des modèles qui existent déjà dans la nature. Comme la télévision peut nous jouer des tours. Les plantes, par exemple, elles ont une multitude de trucs pour disperser leurs graines et s'implanter dans de nouveaux endroits. Puis une des plus rigolotes, c'est sûrement la samare d'érable. Quand la graine, avec sa petite aile, se détache de l'arbre, elle se met à tourner comme une hélice. Le mouvement créé dans l'air a pour effet de ralentir sa chute, puis aussi qui permet au vent de l'amener beaucoup plus loin. Sans son aile, eh bien, la graine tomberait directement sous l'arbre, sans pouvoir se disperser. De quoi pensez-vous que les ingénieurs se sont inspirés pour créer les pales d'avion? Eh bien, ils ont la même forme que les samarres d'érable. Tout est dans la nature. C'était Mélanie Muniz pour Bête pas Bête Plus.
C'est enfin le moment de notre grand tirage. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous l'annonce. Alors aujourd'hui, on a plein de prix et on aura 3 gagnants. Ouais. Les 3 vont se mériter le chandail et l'épinglette Bête pas bête plus. Et notre premier gagnant va avoir nos prix habituels, c'est-à-dire le jeu Nature en jeu et les jumelles Bushnell qui sont offertes par la boutique Nature Expert. Et ça, c'est des commanditaires qui ont été avec nous toute la saison. On les remercie. Les gens de la revue Biosphère qui offrent un abonnement d'1 an à chaque gagnant. Et on a un petit livre sur les petits chiens aujourd'hui des éditions Hachette pour aller avec les Pékinois qu'on recevait tantôt. Alors, premier gagnant, Pierre? D'accord, alors je tire le nom du premier chanceux. Voilà, il s'agit de Jessica Brousseau de Val-Senneville. Ben, bravo, Jessica. Bravo. Alors, OK. deuxième gagnant maintenant. Cette personne-là va se mériter les livres des aventures de l'équipe Cousteau. C'est des aventures en bande dessinée qui sont offertes par Robert Laffont. Il y a 15 livres. Alors, c'est un très beau prix, de très belles histoires. Tu trouves encore le gagnant? Ah oui, c'est vrai. Oui, j'aime ça, oui. Je suis pas là. Non. Hop. Et voilà, et c'est Ivan Chatte de Longueuil. Bravo, Ivan. C'est un beau nom pour mes ennemis. Oui. Le troisième gagnant maintenant va se mériter notre grand prix. Il s'agit de la caméscope de Panasonic. Avec viseur couleur. Viseur couleur, c'est très merveilleux. important. Ça, c'est pour filmer tout le monde autour de chez vous. Vos animaux, Vous en adorez tout cas? ça. Oui. Oui, tiens, vas-y donc, Sylvie. C'est moi? OK. Oui, vas-y. Alors, ça prend une main innocente. Bonne chance, tout le monde. J'ai pas dit une innocente. C'est une main innocente. Bon, alors, la gagnante, c'est une gagnante. C'est Caroline Michaud de Neuville qui va se mériter la caméscope. Bravo, Caroline! Bravo! Hey, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent avec le décor? Ben oui, mais c'est un peu normal. Il va être remisé jusqu'à la saison prochaine. Oh non! Désespoir! J'aurais aimé passer mes vacances dans la forêt, sur le quai et dans la forêt tropicale. Sais-tu, Patrick, je pense que dans ton état d'esprit, ça ferait du bien de t'aérer un peu. C'est bien beau la magie de la télé, là, mais tu serais mieux d'aller prendre tes vacances dehors. Tu sais, c'est en plein le temps là, où la nature recommence à bouger, les oiseaux vont enlever de migration, c'est vraiment le temps de sortir. Et puis en plus, Lévi va sortir tout en nouveau maillot de bain, même. Écœurant. Il a vraiment pas changé. Non, vraiment, en tout cas. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. Il y a les reprises qui s'en viennent. Et puis, vous pouvez quand même nous écrire tout au long de l'été. Il y a toujours quelqu'un ici qui va être là pour recevoir vos questions et aussi vos commentaires. Vous pourrez peut-être gagner des prix la saison prochaine. Oui. Nous, ben, c'est pas les vacances. On prépare les émissions de la prochaine saison. On va trouver plein de nouvelles idées. On va aller faire des tournages. Merci d'avoir été avec nous. Bonnes vacances! En septembre. Bye bye!